Troisième sujet ce soir. Écoutez Jacques Dorsey, le patron de Twitter. Pour nous, dit-il, il n'est pas crédible de dire « Nous travaillons dur pour empêcher les gens de contourner les règles de nos systèmes en diffusant des informations fausses, mais si quelqu'un nous paye pour forcer les gens à voir leur publicité politique, alors ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Si on paye, alors on peut tout dire. » C'est manifestement, en tout cas, l'avis de Mark Zuckerberg. On l'écoute. So there is some threshold where you will fact-check political advertisements. Is that what you're telling me? Well, Congresswoman, yes, for specific things like that, where there's imminent risk of harm. Could I run ads targeting Republicans in primaries saying that they voted for the Green New Deal? I mean, if you're not fact-checking political advertisements, I'm just trying to understand the bounds here. What's fair game? I don't know the answer to that off the top of my head. I think so. You don't know if I'll be able to do that. I think probably. Do you see a potential problem here with a complete lack of fact-checking on political advertisements? That's different from it being, in our position, the right thing to do to prevent your constituents or people in an election from seeing that you had lied. Alors, Daniel Bilalian, vous êtes plutôt Zuckerberg ou plutôt Dorsey? Non, moi, je suis épouvanté par la puissance que peuvent avoir des personnages comme Zuckerberg et les GAFA en général, qui peuvent répondre ça à un député, qui peuvent passer au-dessus des lois. Regardez, sur la publicité en général, on a fait une loi en France, M. Maire a fait une loi, et l'autre, il a dit, je ne vais pas être grossier, mais vous la... Hein, c'est à peu près ça. Et là, c'est pareil. Ces personnages-là sont en dehors, ont plus. Ce qui fait peur, c'est qu'ils ont plus de pouvoir aujourd'hui que les hommes politiques. Ce sont eux qui font les lois internationales. Pas les lois, il n'y a plus de lois, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est ça qui m'épouvante dans sa réponse. Il est un peu gêné comme ça aux entournures, mais on sent très bien qu'il n'en a rien à fiche de ce qu'elle lui dit. Marc Landré, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis bien content d'être sur Twitter et pas sur Facebook. Hein, voilà, c'est une forme de réponse. Disons que ce qui est intéressant, c'est de voir le choix économique qui est fait, parce que Twitter, en refusant de diffuser des publicités politiques en pleine année présidentielle aux États-Unis, ça va être un manque à gagner terrible pour Twitter. Mais d'un autre côté, c'est ce que lui a dit le président. Il va être tranquille. Il ne va pas avoir d'emmerde. Le conseiller à la campagne électorale de Trump. Ouais. Il a dit, c'est stupide pour vos actionnaires. Oui, mais il assume. En revanche, il va être tranquille parce que comme ça, ses salariés vont pouvoir dormir tranquillement. Il ne va pas avoir de campagne de communication contre lui, à l'inverse de Facebook, qui lui va engranger des profits records parce qu'il diffusera à prix d'or. Plus de chiffre d'affaires cette année. Voilà, et encore plus l'année prochaine, parce qu'on sera en année électorale. Il faut bien rappeler que 2020, c'est l'année d'élection présidentielle aux États-Unis. Et par contre, ça va être un calvaire pour ses équipes et pour lui-même. Parce qu'effectivement, on aura tout et son contraire qui seront diffusés sur Facebook. Donc c'est avant tout aussi un choix économique courageux de la part du patron de Twitter contre celui de Facebook. Quelle est la différence entre un spot publicitaire dans les campagnes électorales en France, par exemple à la télévision, où il y avait des spots pour le Parti socialiste, les Républicains, etc. Quelle est la différence entre... Ils sont officiels, ils sont validés. Alors que là-bas... Voilà, alors est-ce qu'il n'y aurait pas, justement, je pose la question pour ça, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen pour ces entreprises de les faire valider? Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire de publicité ou de propagande, comme vous voulez, à partir du moment où elle est validée par une instance, comme c'est le cas en France. 3 mois avant les élections en France, vous avez des spots. Aux États-Unis, c'est anticonstitutionnel. Parce que la liberté d'expression fait qu'on peut dire tout et n'importe quoi sous couvert du 5e amendement de la Constitution. Non, mais c'est aussi que les réseaux ne veulent, enfin, pas Twitter aujourd'hui, mais les réseaux refusent de trier les contenus. C'est une responsabilité qu'ils refusent, et c'est une grande différence avec les médias. C'est qui est responsable de ce qu'on publie. D'accord, très bien. Mais en réalité, ils le font, le tri des contenus. Enfin, en fait, cette histoire est fondamentale. Elle pose la question. Commerciaux ou pas? Oui, elle pose la question. Non, mais dans tous les cas, ils trouvent les contenus. Ça pose la question de la façon dont on crée aujourd'hui le débat démocratique. Je crois que j'ai vu un sondage qui montrait que 50 à 60% des ménages américains, des adultes américains, se renseignaient d'abord via les réseaux sociaux. Donc il faut comprendre que le nouveau moyen de débat possible aujourd'hui, c'est via ces réseaux sociaux, qu'on le veuille ou non, que les médias traditionnels ont perdu beaucoup de leur aura et en tout cas complètement leur côté absolument exclusif. Donc aujourd'hui, vous avez une puissance objective de ces réseaux sociaux, et ils sont pris, on pourrait dire, entre deux impossibilités. Ils ont une injonction contradictoire. Soit ils refusent,
Et à ce moment-là, on dit, ah bah c'est la censure. Soit ils refusent qu'on diffuse certains contenus, soit au contraire, ils acceptent et on dit, ah, et vous produisez des fake news. Dans tous les cas, ce qui est catastrophique aujourd'hui... Est-ce que vous parlez de tous les contenus? Parce que là, on parle des contenus publicitaires. Alors, c'est le cas pour les publicités, mais c'est le cas pour d'autres choses aussi. Mais effectivement, en ça rapporte de l'argent. Oui, mais certes, mais ils peuvent aussi... Si les autres, ça ils rapporte peuvent des data, aussi... et c'est qu'ils les vendent. Oui, Mais bien sûr, mais... Indirectement. il faut relier ça aussi à la question de la censure et de ce qu'on appelle la curation des contenus aujourd'hui qu'ils sont obligés de faire et que les États leur demandent de faire, justement au nom du respect des lois qu'on peut avoir chez nous, parce qu'on adore faire des lois contre la liberté d'expression. C'est marrant, on est censé être le pays des libertés, mais alors la liberté d'expression en France, alors là c'est un truc, ça nous paraît, on rigole les Américains, ils ont le droit de tout dire, hein, les imbéciles. Moi, personnellement, ça me paraîtrait normal. Et dès qu'on commence à dire qu'une chose ne peut pas être dite, c'est-à-dire que si une erreur ne peut plus être dite, malheureusement, elle devient plus intéressante, elle devient quasiment une sorte de vérité cachée pour beaucoup de gens. Et à mon avis, c'est bien plus catastrophique. Aujourd'hui, dans les faits... Le mécanisme est différent, là. Dans les faits, ce sont les réseaux sociaux qui, aujourd'hui, décident de ce qui est vrai, de ce qui est faux, de ce qui est montré, de ce les qui est fake news. caché. Et le grand problème qui est derrière cette question, en fait, c'est que de toute façon, la fabrique du consentement, on pourrait dire la fabrique de l'opinion, elle a perdu. Elle n'est plus dans les mains des médias et elle n'est plus dans les mains des gouvernements. Elle est dans les mains de Mark Zuckerberg et compagnie qui peuvent décider d'imposer à peu près les idées qu'ils veulent. Je crois que le problème fondamental, il est là, et une partie de l'explosion démographique qu'on voit aujourd'hui vient dans le fait qu'on n'a pas trouvé la réponse, on n'a pas trouvé les modalités. Alors on a fait en France, on a voulu faire une loi sur, où on pouvait interdire les mensonges au moment des campagnes électorales. Mais on voit très bien qu'on n'a pas de réglementation, on n'a pas de régulation ad hoc, parce que les outils sont tellement puissants. La publicité politique est interdite pendant les campagnes. Oui, mais en période de campagne. Oui, mais on voit bien, la publicité politique, c'est un spot. Mais quand j'ai 20 000 followers, 50 000 followers, 1 million de followers, et que je fais un tweet où je donne mon avis, où je donne un fait, n'importe lequel. C'est pas commercial. C'est pas commercial, mais c'est une publicité politique, je peux vous dire, qui a beaucoup plus d'impact. Mais là, la réalité, c'est que des ça va spots qui bien sont faits par au-delà un camp du seul contre spot. l'autre camp C'est et qui diffusent des fausses informations et qui sont rémunérés Les pour fausses ça. informations, Et qui sont rémunérées pour elles peuvent cibler de toute certaines façon personnes. être Juste un truc, moi ce qui m'a énormément choqué lors de la dernière présidentielle aux États-Unis, et pourtant je ne suis vraiment pas un spécialiste des élections américaines, c'est lorsque Facebook a véhiculé une information comme quoi il y avait des esclaves qui étaient utilisés dans les cuisines d'un restaurant à New York qui étaient propriété d'Hillary Clinton. Voilà, et c'est devenu un fait. C'est devenu un fait, une information de campagne aux États-Unis et qui a coûté des voix à Hillary Clinton. Et ça, c'est une fake news qui a été véhiculée par le camp républicain et c'est pas normal. C'est quand même la confirmation que sur Internet, beaucoup de gens qui n'avaient rien à dire le font savoir. Quand même. Non, mais on peut quand même d'abord, moi, je me félicite de la décision du patron de Twitter. Je ne suis pas du tout dans une naïveté concernant Twitter. Enfin, on a bien d'autres problèmes à régler sur les contenus qui sont diffusés hors publicité politique sur Twitter et qui parfois ne sont pas interdits alors qu'ils le devraient, sur les alertes qui sont faites sur certains comptes et qui ne sont pas interdits. Bref, et sur en gros le rôle de Twitter aujourd'hui dans la fabrique de l'opinion. On pourrait bien sûr poser plein d'autres questions, mais je trouve que cette décision est plutôt intéressante. En revanche, elle ne règle rien. Elle règle effectivement la question des publicités politiques. Mais on sait que tout le reste sur Twitter, ce n'est pas le cas sur Facebook. Et quand on sait que déjà sur Facebook, on avait un problème hors publicité politique, avec notamment le fait qu'aujourd'hui, les algorithmes ciblent des personnes, c'est-à-dire que vous avez un contenu que vous regardez, on vous propose d'autres contenus qui sont en rapport, et à la fin, la fabrique de l'opinion peut se faire par des prescriptions d'articles qui vont tous dans le même sens et qui vous confortent tous les jours dans le choix qui est le vôtre. Si vous êtes sensible, par exemple, sur la question des animaux, on va vous mettre quelque chose très en amorce, pour un hameçonnage sur la problématique des animaux, et puis petit à petit, on va emballer ça, et au final, vous allez avoir c'est celui qui... Mais oui, et donc, et à la fin, c'est, en gros, on va conforter votre choix politique, parce que l'autre camp, ça, c'est sans les publicités politiques. Donc, on imagine qu'à la fois, les entreprises nous disent, on va lutter contre les fake news, mais en même temps, elles vont accepter des publicités politiques qui sont encore un degré au-delà dans ce qui est, j'allais dire, le côté bien gros, bien grossier, bien fake, que les articles qui sont véhiculés. Donc, on a un vrai sujet sur comment on fabrique aujourd'hui l'opinion et comment les démocraties doivent répondre à cette nouvelle fabrique de l'opinion via les réseaux sociaux. Et je pense qu'on n'y est pas. Donc, que déjà en mettre les publicités politiques,
c'est peut-être ça, mais c'est déjà un premier pas. Moi, ce que je vois, c'est que ça fait quand même plusieurs années qu'on essaie avec Facebook et son patron d'avoir des réponses à la fois au niveau national, au niveau européen, au niveau... À chaque fois, il arrive, je trouve qu'il ne prépare rien, il s'en fout en fait. Hein. Son audition en Europe avait déjà été un peu du même genre. Là, franchement, les questions de la députée ne sont pas d'une virulence extrême, elles sont pointues, mais ça va. On voit que oui, mais ce n'est pas exactement ça. Et ça passe. Enfin, à un moment donné, Je sais pas. moi je pense qu'il Malgré tout, faut arrêter. Un mouvement s'élève, et il y a notamment cette sénatrice américaine qui fait beaucoup pour le démantèlement des GAFA. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le sentiment qui sort de tout ça, c'est que ces entreprises-là sont supérieures à tout point de vue aux États et qui n'entendent répondre à personne. Ils dirigent le monde à leur façon. Et ce qui m'inquiète encore plus, c'est, puisque j'en faisais partie, c'est comment nous, les médias traditionnels, nous pouvons survivre à ce type d'information. Comment est-ce que nous pourrions le faire? Alors on est mal parti pour le faire aussi pour une autre raison, c'est que même en tant que médias traditionnels, les stations d'information en continu, qui ont besoin, si je puis me permettre cette expression, de gasoil toute la journée pour fonctionner, vont faire d'un épiphénomène un phénomène. Comme disait ma maman, d'une queue de cerise, ils font un clafoutis. Hein, on va être 4 à attendre l'autobus dehors parce qu'il a un quart d'heure de retard, ça devient une manifestation. Même les mots sont... Le Figaro. Même les mots sont exagérés. 100 personnes devant l'Assemblée nationale, j'ai entendu manifestation, non, attroupement. Donc il y a tout un vocabulaire. Peut-être que nous, les médias traditionnels, si on se prenait vraiment en main, on serait écouté par ces gens qui écoutent sur les GAFA, les informations ou sur Internet, et nous pourrions être en réaction à ça. Et au moins, il y aurait un côté et l'autre côté. Et au moins, nous existerions. Il faut noter que justement, une problématique, c'est que les GAFA diffusent nos contenus sans rémunération en contrepartie. Ce qu'évoque Dany Balian, c'est les check news qu'on fait pas mal aujourd'hui de sites d'infos. On les a dans plusieurs sites qui sont de vérifier, de contrôler et d'argumenter sur une partie d'infos. Et je pense que cette fonction-là, aujourd'hui, elle est remplie principalement par les médias dits traditionnels et qu'elle est hyper utile pour ne pas s'enflammer. France Télévisions a un média France Info où régulièrement, plusieurs fois par jour, ils publient des rectificatifs de fake news. Et ça, il faut le développer parce que ça, c'est un moyen peut-être pas Peut-être que l'information vérifiée, ça reste exactement, mais c'est ça qu'il faut faire. La base du métier. Non, mais je pense que c'est un bel antidote. Oui, parce qu'en plus, ces systèmes-là fonctionnent non plus sur le raisonnement, mais sur émotion-réaction. Donc, émotion-réaction, c'est terrifiant. Bon, je note que vous soulignez tous l'importance de l'information de qualité et donc des médias traditionnels, et que malgré tout, cette sortie de Jacques Dorsey a le mérite de montrer du doigt les distorsions des GAFA.